Bonjour, aujourd'hui nous recevons James Woody. Bonjour. Alors James Woody est le nouveau pasteur montpelliérain, 45 ans, 1m94, écrivain, petit-fils d'un GI qui a débarqué à Utah Beach. Si je me trompe, vous pouvez m'interrompre. Vous avez tout à fait raison, bravo. Protestant libéral. Exact. Voilà, depuis peu boxeur. Oui, c'est vrai aussi. Et qui manie le sens de l'humour. J'essaie, il paraît que ça fait partie de ce qui rend heureux. Voilà, donc on va commencer par le prochain numéro de La Glorieuse. Donc on revient sur les affaires de stationnement à Montpellier, entre guillemets, la polémique enfle sur fond d'arrière-cour politique. Vous voyez, bon, tout le monde s'empare du sujet. Ensuite, en page intérieure, donc deux dossiers, les relations région-métropole, je t'aime moi non plus, classique. Et enfin, on revient sur le congrès du PS34 à Aubervilliers. Il n'y a pas eu de chaos au premier round. Pour un boxeur, c'était bien envoyé, ça. Oui, c'est ça, il n'y a pas de chaos. Je ne sais pas qui va gagner au point, hein, mais effectivement, ça relève un peu de la boxe, cette histoire. Voilà, donc James Woody, merci d'être avec nous. Alors, d'abord, pourquoi vous êtes protestant ? Alors ça tient justement à la partie grand-père paternel, GI, c'est le protestantisme qui a fait sa percée en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ma famille était plutôt parisienne, catholique, et la greffe a prise, et c'est la partie protestante qui l'a un peu emporté finalement, et je me suis toujours plu dans cette ambiance protestante, le goût de la recherche, la spiritualité un peu critique, un peu grain de sel, ne pas s'en tenir à ce que les gens ont toujours dit, mais exercer son jugement critique. Donc c'est ça, être protestant en 2018 ? Oui, dès le départ, à vrai dire, être protestant, c'est considérer qu'il ne faut pas tenir pour acquis ce que nous recevons de nos anciens. Il y a ce fameux droit d'inventaire, hein. Il y a un certain Lionel Jospin qui avait en son temps aussi exercé un droit d'inventaire. C'est cette idée selon laquelle seul Dieu est sacré. Et donc, ce qu'on dit de la religion, ce qu'on fait en religion peut toujours être repensé, remis sur le métier, toujours réformé, pour reprendre la devise de notre Église réformée. On dit aussi que c'est une religion sans excès de religion. Est-ce que c'est moderne, ça ? Oui, Marcel Gauchet disait que c'est la religion de la sortie de la religion. Il dit ça du christianisme et plus particulièrement du protestantisme. C'est-à-dire la religion sans la superstition, la religion sans les dogmes, la religion sans trop de pouvoir. On est toujours soumis à ces petits problèmes, mais c'est à mon avis des points de vigilance. Veiller à ce que la spiritualité prenne toute la place et que la religion ne soit pas l'occasion de cadenasser les consciences, de mettre les gens sous séquestre. Vous pouvez nous expliquer le mot de protestant libéral ? Bon, alors protester, c'est témoigner pour. Donc, à l'époque de Luther, il y a des princes protestants qui vont protester contre la mainmise du pouvoir du Vatican, de l'empereur, et protester pour la seigneurie de Jésus. Alors, c'est une expression religieuse pour dire que finalement, chaque croyant pourrait être face à Dieu sans avoir besoin d'intermédiaires comme les prêtres, l'Église, etc. Libéral, ça veut dire que l'un des critères sera la liberté. La religion, facteur de liberté individuelle. Donc, exercer son sens critique, c'est ce que je vous disais, mais c'est aussi pouvoir revisiter personnellement les grands points de la religion, faire une interprétation libre des Écritures, c'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant même ce que disent les pasteurs. On n'est pas obligé d'être d'accord avec un pasteur. On a dit que le protestantisme, c'était le poil à gratter de la religion chrétienne. Hier, oui, mais aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Oui, parce que y a quand même certains sujets sur lesquels les protestants vont se démarquer de ce qu'on estime être la pensée dominante des religions. Ça a été le cas il y a quelques années quand il y a eu le débat au sujet du mariage pour tous. Notre Église a considéré qu'il était possible non seulement d'accueillir des couples homosexuels, mais de prononcer des bénédictions sur les couples homosexuels, parce qu'on discernait chez eux un amour tout à fait authentique, sincère, et qui méritait d'être accompagné spirituellement. Aujourd'hui, les questions en matière d'éthique sont plutôt sur la PMA, la GPA, et puis aussi la fin de vie. Alors, évidemment, les protestants ne sont jamais entièrement d'accord les uns avec les autres, mais on a le droit de se reposer ces questions à nouveau frais, et on ne va pas se dire, au prétexte qu'on y a pensé il y a 20 ans, on va maintenir la position, c'est-à-dire avoir une éthique de principe. Notre éthique est plutôt une éthique de responsabilité, c'est-à-dire qu'on prend en compte les situations qui sont toujours particulières.
Donc on n'apporte pas une réponse définitive qui vaudrait pour tous les temps, toutes les personnes, tous les lieux, mais on essaie d'apporter des éléments de réflexion pour chaque personne qui est toujours confrontée à une situation spécifique. En quelques mots, que mettez-vous face à ces drames qui se succèdent, comme celui qui s'est passé il y a quelques jours à Trèbes? Alors, il y a le problème de la radicalisation, qui est un véritable problème dont on a un peu du mal à mesurer les enjeux parce qu'on fantasme beaucoup sur la radicalisation. C'est-à-dire que l'islam est quand même sujet à beaucoup de fantasmes. Or, ce que montrent aussi certaines études de personnes intervenant auprès des détenus pour faits de radicalisation, c'est que ce n'est pas toujours un problème de religion. Je pense à l'étude du pédopsychiatre Guillaume Monod, qui a rencontré plus de 500 détenus pour faits de radicalisation. Il constate qu'en fait, ce sont des jeunes qui étaient en manque d'idéologie. Et ils ont pris la première idéologie disponible. Et cette idéologie était celle de l'islam radical, ou de l'islam radicalisé. Mais en fait, ils auraient tout aussi bien pu avoir une autre cause à défendre, et ils se seraient donné corps et âme pour cette cause. Et une cause que l'on peut estimer positive. Alors que là, ils ont effectivement décidé d'opter pour une cause qui est une cause en fait de la pureté, qui est une cause sacrée, c'est-à-dire qui va valoriser leur estime d'eux-mêmes, et puis une cause effectivement tout à fait mortifère, morbide. Mais je pense que le problème est aussi de notre côté, nous religieux, qui ne faisons pas suffisamment notre travail pour intéresser les personnes sur des idéologies positives et, je dirais, humanisatrices. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment présent auprès de jeunes qui sont en recherche et qui sont en panne sur le plan idéologique. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'être présent au sens physique du terme. Mais c'est vrai aussi bien pour ces questions de radicalisation que sur d'autres questions comme la paupérisation des populations, par exemple. Montpellier est une ville où il y a plus de 10% de chômage, peut-être 15%. C'est énorme. Que faisons-nous? Nous pourrions peut-être avoir finalement une façon d'être présent et qui aurait plusieurs incidences positives. Présent auprès de populations qui n'ont plus les codes culturels, qui ont une estime d'elles-mêmes complètement dévalorisée. Et je pense au temple où je suis pasteur, en face, il y a le square. La population du square n'est pas folichonne. C'est pas ce qui donne le plus envie de batifoler dans un parc. Il y a des gens qui sont paumés, des marginaux, comme on dit. Il y a des dealers de drogue. Bon, autant de personnes qui, on pourrait le dire de façon un peu philosophique, n'ont pas vraiment trouvé de sens à leur vie. Bon, ce sont des personnes qui sont incapables, qui ne sont pas en mesure de pouvoir prendre leur place dans la société comme vous et moi pouvons le faire. D'abord parce qu'il y a un déficit d'éducation. Elles n'ont pas les codes culturels, elles ne savent pas ce qui, dans leur façon d'être, pose problème aux autres, elles ne se rendent pas compte de l'effet qu'elles produisent sur les autres, et elles manquent certainement aussi de compétences qui pourraient être valorisées sous forme de travail ou peut-être même de bénévolat. Derrière tout cela, il y a certainement un manque d'affection aussi. C'est-à-dire, en termes chrétiens, un manque d'agapé. Aimer l'autre juste pour l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà ce qu'est la grâce. C'est pouvoir faire bénéficier l'autre de soins et d'amour sans espoir de retour sur investissement. Bon, ben là, il y a effectivement des choses que l'on peut faire, aussi bien sur le plan ecclésial, mais ça, à la limite, peu importe ce qu'il advient de l'Église, mais ce que chacun peut faire à son échelle. Ça, ce n'est pas un problème de politique municipale, c'est un problème d'engagement citoyen personnel. Donc, ce que vous proposez, c'est de l'engagement citoyen face à par exemple, cette montée des communautarismes. Oui, face au communautarisme, on peut avoir un engagement citoyen qui consiste à créer des communautés poreuses. C'est-à-dire qu'on ne soit pas entre protestants, entre catholiques, entre athées, entre antithéistes, entre je ne sais pas où j'en suis de ma vie, et qu'on puisse avoir de vraies rencontres. Non pas pour faire joli sur la photo, mais parce qu'on peut considérer que l'autre est porteur d'une vérité qui jusque-là nous échappe. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre pour être vraiment quelqu'un. Oui, ce n'est pas une position spécifiquement chrétienne. Les chrétiens pensent cela. Mais c'est aussi la pensée de l'existentialisme. Et Sartre était certes d'une famille très protestante, mais pas forcément très protestant lui-même. Considérer que nous avons besoin de l'autre pour être profondément humain, ça pourrait se transcrire dans le fait que
même ceux que nous estimons être des sous-hommes à la marge ou n'avoir rien à faire ici, pourraient être en fait porteurs d'une richesse dont nous avons besoin. On parlait de ce que les protestants peuvent apporter dans la société aujourd'hui en 2018. Il y a eu une campagne de l'accueil des exilés, il y a eu une grande banderole sur le temple de la rue Magolone, disant « les exilés sont nos frères ». Mais c'est plus que nos frères, à vrai dire. Ce sont des personnes qui pourraient peut-être même renouveler notre existence ici. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont pu faire preuve d'audace, de témérité, d'engagement, et qui ont quitté une situation où ils avaient une position sociale qui pourrait nous être utile. Plutôt que de considérer que ce sont des parasites, on pourrait les considérer non seulement comme des frères et sœurs, mais en plus comme des gens susceptibles d'enrichir notre patrimoine. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Vivre la liberté », c'est un beau titre. Ouais. C'est ça être libéral. Qu'en est-il de la liberté aujourd'hui ? Si je l'écris, c'est parce que je trouve qu'elle est assez malmenée. Et elle est assez malmenée justement pour ses faits à la fois de terrorisme et de paupérisation. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale au sujet de la loi sur la sécurité. Au nom de la sécurité, on a observé un recul des libertés intérieures. C'est-à-dire la possibilité pour des actions de police extrêmement intrusives, avec le maintien de l'état d'urgence au-delà de ce qui était manifestement raisonnable, même pour les spécialistes de la sécurité, avec un recul sur la question du secret professionnel. Et puis on constate aujourd'hui encore un recul de la liberté au prétexte qu'il faut sécuriser par exemple les entreprises. Là, actuellement, il y a un projet de loi en discussion au Parlement sur la violation du secret professionnel, etc. Très clairement contre les lanceurs d'alerte. Donc, contre la possibilité de mobiliser l'opinion populaire contre des délits et de l'injustice. La paupérisation, c'est aussi empêcher les gens d'être libres de mener leur vie. C'est-à-dire que si on ne donne pas à chacun les éléments pour pouvoir faire ce qu'il veut de sa vie, c'est-à-dire que si on n'éduque pas les personnes, si on ne leur donne pas de quoi pouvoir subsister, en fait, on les maintient dans un état de pauvreté, ce qui peut arranger certains acteurs sociaux. Je parlais par exemple de nos boutiques. En protestantisme, en christianisme aussi, on a des actions d'entraide. Pour avoir des actions d'entraide qui perdurent, il faut avoir des pauvres. Si on n'a plus de pauvres à nourrir, on n'a plus d'action d'entraide. C'est pas bon, c'est pas toujours bon. Il peut y avoir un côté pervers à l'entraide qui consiste à entretenir l'institution. Le but, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont bénéficiaires de nos actions de solidarité ne le soient pas très longtemps et qu'elles puissent vivre en liberté, qu'elles puissent prendre leur essor, leur autonomie. Si le but de la religion, c'est de maintenir les gens en captivité, il vaut mieux arrêter la religion, effectivement. Le but de la religion, c'est la liberté, c'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'esclavage. Si c'est pour retourner en esclavage, parce que là, au moins, les marmites sont pleines, on a raté quelque chose. Vous arrivez de Paris, là vous étiez rue du Faubourg Saint-Honoré. Quel est votre regard sur Montpellier, comme vous disiez, quand vous arrivez à Montpellier, le temple devant le square Planchon? La différence entre l'oratoire du Louvre devant le Palais Royal et le temple de la rue Magolone devant le square Planchon. Voilà. Alors bien sûr, c'est un peu le jour et la nuit. Paris est une autre ville. C'est quand même difficile de comparer les deux. Ou alors votre regard sur les Montpelliérains, que vous commencez à connaître. Oui, effectivement. Alors, je pense qu'il y a déjà des différences structurelles. C'est-à-dire que la possibilité de se déplacer à Paris et la possibilité de se déplacer à Montpellier sont tellement différentes que ça a une incidence sur la vie, et sur la vie professionnelle notamment. Ensuite, je vais prendre un élément tout à fait objectif pour dire une différence que j'ai observée très rapidement. À Paris, quand on se reçoit le soir pour un dîner, les invitations commencent à 20h30, souvent 21h. À Montpellier, ça commence à 19h, 19h30. Ça veut dire que le temps passé au travail n'est pas le même. Mais c'est aussi parce qu'on est sur des types d'emplois qui ne sont pas les mêmes. Il y a finalement sur Montpellier beaucoup de services qui peuvent nous permettre d'être libérés à partir de 17h, 17h30, 18h, ce qui n'est pas du tout le cas à Paris. Donc ça a une incidence sur la vie sociale, et ainsi de suite. Après, il y a des choses qui sont très comparables, par exemple le fait que ce soit des villes universitaires, donc la présence d'étudiants, le fait que le soir ce soit animé, et ça ce sont des aspects très positifs, je trouve.
Ensuite, il me semble que Montpellier ne profite pas autant de Paris par rapport à sa situation géographique. C'est-à-dire qu'il me semble que Montpellier est vraiment au carrefour de l'Europe du Sud et de l'Europe du Nord, et que cette position vraiment privilégiée pourrait être mieux exploitée sur le plan de l'entreprise. Pourrait, à mon avis, développer des entreprises qui sont vraiment des plateformes entre ces différentes Europes, et même l'Europe de l'Est finalement. Ensuite, pour ce qui est de la différence entre les Parisiens et les Montpelliérains, certainement le climat crée quelques différences et que j'entends plus de Montpelliérains dire « ici on est tranquille » que de Parisiens pouvoir le dire. Il y a une sorte d'art de vivre qui n'est pas tout à fait le même, c'est certain. Comptez-vous rester à Montpellier ? J'y resterai le temps qui sera nécessaire pour accomplir ma mission et puis probablement un jour je retournerai à Paris. Et sur quoi travaillez-vous actuellement ? Quels sont vos projets ? Alors, il y a deux types de projets pour notre église à Montpellier. Il y a tout d'abord le travail auprès des personnes, auprès des protestants. Ça consiste dans ce terme très technique d'édification, c'est-à-dire leur permettre de pouvoir justement exercer leur esprit critique, développer leur spiritualité, mieux comprendre quels sont les enjeux de la Bible. Et puis sur un plan plus large, nous avons un projet sur le cours Gambetta qui s'appelle Carousel. Là, c'est un projet plus tourné vers la cité, c'est-à-dire que nous voulons faire de ce temple qui était à l'angle de la rue Breuès et du cours Gambetta un lieu de vie où nous aurons à la fois des associations comme GAM, qui est une association d'entraide issue du protestantisme, l'Armée du Salut, qui est plus connue au niveau national. Ces deux associations vont avoir des logements sociaux, vont avoir des pensions de famille pour pouvoir accueillir des personnes qui sont en difficulté et pour pouvoir leur permettre d'avoir un tremplin. Et puis travailler avec des partenaires sur des activités que nous pourrions envisager ensemble. C'est-à-dire le Carousel, un lieu où nous agissons avec d'autres que nous-mêmes. On sort de l'entre-soi protestant. Comme je le disais, on est bien conscient de ne pas détenir l'alpha et l'oméga. Donc on a besoin de partenaires. Et en même temps, je pense que nous pouvons aussi apporter à des partenaires qui sont enfermés dans leur spécialité l'occasion de rencontres un peu inédites. Pouvoir mettre en relation des acteurs de l'éducation au niveau éducation nationale et en même temps des entrepreneurs. Pouvoir croiser les compétences, pouvoir croiser les expertises. Ça va s'organiser comment, là, ces lieux de rencontre là? Alors, par exemple, actuellement, nous organisons déjà des matinales, donc des petits déjeuners de travail. Alors, on est dans un lieu, par exemple un salon de coiffure, par exemple un laboratoire de biologie, qui présente son activité. Et on a invité des personnes qui sont en périphérie de cet univers pour pouvoir apporter justement un autre regard sur le thème de la matinée et puis se dire peut-être que nous avons des choses à faire ensemble. C'est à destination des jeunes ou de tout le monde? Alors c'est plutôt à destination des gens qui sont déjà dans le milieu professionnel et qui vont pouvoir élargir un peu leur horizon en fait. D'accord. Mais ça peut être aussi l'occasion pour des jeunes de découvrir le monde professionnel pour avoir une meilleure idée de l'orientation qui leur conviendrait. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les protestants étaient à l'avant-garde à Montpellier. Et là, je sens que ça va mal finir pour mon blaze. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça roupille un peu. Mm-hmm. Il y a eu des personnalités très importantes dont on a parlé dans le journal. Je sais pas, je pense à Charles Gide, l'oncle d'André Gide, qui a été un grand économiste, grand ponte du mouvement coopératif. Dernièrement, il y a eu Jean-Claude Carrière, Marc Bernard, qui est un Nîmois qui a eu le prix Goncourt. Il y a eu des banquiers, la fameuse banque protestante C. Les protestants aujourd'hui, que ce soit en politique ou de façon générale, on a l'impression qu'ils font un peu de la figuration. Quel est votre regard là-dessus? Déjà, figuration, c'est pas si mal. J'aurais pu entendre, on les voit plus, ils sont transparents, est-ce qu'il y en a seulement encore quelques-uns? Je pense que toutes ces familles très honorables que vous avez citées... Il y en a d'autres, hein. Bien sûr. On s'est rendu compte de l'importance qu'elles avaient a posteriori. C'est-à-dire que sur le coup, on ne s'est pas rendu compte qu'on était à côté de grandes figures. C'est l'histoire qui juge. Oui. Que dira l'histoire du protestantisme montpelliérain en 2018? On en reparlera dans une vingtaine d'années. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers ces activités, ces actions que nous menons, nous faisons en sorte que se lève une génération de personnes qui seront engagées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le maire de Montpellier n'est pas protestant.
il y a quelques personnes qui sont engagées en politique qui sont protestants. Mais c'est aussi à leur honneur de ne pas faire de leur protestantisme un étendard. Tant mieux si les protestants qui sont au conseil municipal ne revendiquent pas leur protestantisme. Ils ne sont pas là pour ça. Oui, non, bien sûr. Bon. Donc, quel est l'impact du protestantisme? À la limite, c'est plutôt d'ailleurs votre question, quel est l'impact des protestants sur la vie montpelliéraine? Ma question, c'était les protestants actuellement ne font-ils pas de la figuration par rapport au 19e siècle, où il y avait toute une économie, il y avait un mouvement qui était important au niveau régional. Alors, il n'y a pas de mouvement Pas protestant. un mouvement, mais enfin, il y avait des acteurs qui étaient présents. Le grand travail des coopératives viticoles, etc., par exemple. Il n'y a pas que les coopératives, mais entre autres les coopératives. Voilà. Moi, je suis prêt à vous dire que nous sommes en sous-régime. Si c'est la question, c'est évident. Alors, sur quoi devrait s'appuyer le renouveau protestant, selon vous? Alors, à mon avis, il y a deux lieux où on peut nous attendre. La première chose, c'est la régulation du champ religieux. On a parlé de la radicalisation islamiste. Je pense que sur ces aspects de radicalisation, d'extrémisme et d'intégrisme, les protestants peuvent jouer une carte de régulation. Ce qui est vrai pour l'islam est vrai pour le christianisme. Hein. En christianisme, nous avons aussi nos faux furieux, y compris en protestantisme. Donc, à nous de faire le travail pour rendre le christianisme crédible et pour faire en sorte qu'il ait son rôle à jouer dans l'ensemble des idées, dans le champ des idées. Ensuite, l'autre lieu, je le dis avec un mot qui va vous sembler tout à fait hors de propos, c'est la question de la grâce, la gratuité. C'est-à-dire que dans cette agglomération qui est quand même un peu en panne sur le plan de l'insertion, aussi bien professionnelle que des nouveaux venus, c'est-à-dire que, je sais pas, on doit avoir 10, 12 000 nouveaux habitants chaque année. On n'a pas la capacité de les absorber pour l'instant. Je pense que c'est le sens d'ailleurs du projet Carousel, c'est de pouvoir mettre en relation des énergies et des compétences qui vont pouvoir inventer de nouvelles façons d'être et de nouvelles façons d'accueillir. Ce que je veux dire, c'est que nous avons certainement la capacité de développer le réseau des PME. C'est les PME qui seront, à mon avis, le meilleur employeur. Ce sont les PME qui vont aussi pouvoir être en phase avec le développement des nouvelles technologies. Ce sont les PME qui vont aussi avoir la capacité de formation, avec l'alternance. Je pense que nous avons des personnes qui sont en situation de pouvoir intervenir sur ce champ-là. Donc le protestantisme, à mon avis, doit être là pour aider les gens qui sont déjà aux affaires à faire preuve un peu de générosité. Bon, à vous attendre, donc le protestantisme a une vocation un petit peu politique. Oui, le protestantisme n'a pas la vocation d'avoir un programme politique, un programme économique ou quoi que ce soit. En revanche, le protestantisme a vocation à intervenir dans le champ politique pour y apporter sa contribution aussi bien en termes de nouvelles idées, mais aussi en termes d'aide à l'émancipation des personnes. La question de la liberté. Faire en sorte que nous aidions aussi les responsables politiques à penser leurs décisions politiques au regard des libertés individuelles. D'accord. On va terminer par la question chapeau. Ouais, c'est le coup du sombrero, ça. Deux questions. Alors, la question, c'est est-ce que ce sont deux questions différentes ou c'est deux fois la même question? Prenez un morceau. Prenez et mangez. Ceci est ma question. Ça marche. En fait, il y a deux questions, vous allez voir. Mais bon, c'est une question un peu à tiroir. C'est pas une question à chapeau, c'est une question à tiroir. S'il y a un message pour les hommes et femmes politiques et la jeunesse. Bon. Alors, je vais commencer par la jeunesse. Commençons par la jeunesse, oui. Parce qu'on a une vie d'étudiante. Ouais, c'est important. Et puis on voit que l'université à Montpellier est un peu en souffrance ces derniers jours. N'est-ce pas? Pour le moins. La jeunesse, elle doit réaliser qu'il y a des oiseaux de mauvais augure qui disent que l'avenir est pourri. L'avenir est foutu et que les responsables politiques, par exemple, sont tous pourris et corrompus. Et qu'au fond, qu'est-ce qui va bien? Il n'y a pas grand-chose à espérer. Qu'est-ce qui va bien alors? Bien précisément. L'espérance chrétienne, elle dit que, en fait, le futur, c'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Et la jeunesse, elle a à sa disposition tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que demain et après-demain correspondent à ce qu'elle désire. C'est-à-dire qu'on est comme dans une situation où nous avons tous les leviers pour faire ce que nous souhaitons. Et la jeunesse, il suffit qu'elle ait un peu de désir pour qu'on lui offre les moyens nécessaires pour transformer ses désirs en projets concrets. La jeunesse n'est pas condamnée à subir ce que les aînés sont en train de mettre en place. Du côté des responsables politiques,
Je dirais un peu d'humilité. Un peu d'humilité, un peu moins de pouvoir. L'humilité, c'est que on a quand même l'impression que les responsables politiques font leur show, font du buzz politique, occupent l'espace médiatique à grands coups de on fait un congrès, on s'oppose à un tel, on a les petites affaires ceci, etc. L'humilité de rendre service. Non pas occuper la scène médiatique, mais rendre service. Et peut-être un peu moins de médias. Et puisque nous étions sur la question des libertés, laisser un peu plus de pouvoir aux individus. Être dans la régulation, être dans la coordination des initiatives, mais pas imaginer que le politique soit tout puissant. Ne pas imaginer que ce soit au niveau d'une métropole, d'un conseil départemental, régional ou même au niveau du gouvernement, que le responsable politique ait la possibilité de tout résoudre. Mais faire en sorte qu'il puisse donner autant que possible les moyens nécessaires aux initiatives locales. Très bien, j'espère que vous serez entendu. Espérons-le, oui. Je vous remercie. Merci à vous.